Elle avait environ 4 secondes et un seul couloir. Edmund Vane le remontait, sa femme à son bras. Cette femme, c'était Harriet Nye jusqu'en juin. Et elle avait été la meilleure amie de Georgiana Skington pendant les 11 années précédentes. Alors Georgiana s'est tournée vers l'homme qui se tenait contre le grand miroir. Elle a posé sa main sur sa mâchoire et l'a embrassé. Ça a marché. Edmund Vane est passé sans un regard. Puis le bras de l'inconnu s'est enroulé autour de sa taille. Il l'a maintenue là 4 secondes de plus que prévu. Et elle a compris avec une clarté totale que l'homme qu'elle venait d'utiliser comme un mur se servait d'elle pour exactement la même chose. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien. Et pour moi, ça représente tout. Elle n'avait pas voulu venir, et il n'y avait eu aucun moyen de refuser. C'était toute l'architecture de la vie de Georgiana Skington depuis le 14 juin. Elle avait cessé de s'en offusquer vers le mois d'août. Car le ressentiment demandait de l'énergie, et elle n'en avait qu'une quantité limitée. Elle la dépensait entièrement à donner l'impression que tout allait parfaitement bien. Le carton d'invitation de Lady Ardington était arrivé le 9 octobre. Lady Ardington connaissait la mère de Georgiana depuis 31 ans. Elle lui envoyait une carte chaque année depuis 1824. Et une femme qui commence à refuser des invitations à l'automne de l'année où ses fiançailles ont été rompues est une femme qui a admis quelque chose. Alors elle était venue, dans sa robe de soie bleue, avec sa tante. Elle était dans cette maison depuis 2h11. Elle avait parlé à environ 40 personnes. Et pour chacune d'entre elles, elle avait paru parfaitement bien. Elle avait 24 ans. Elle avait été fiancée à Edmund Vane pendant 2 ans et 3 mois. Et tout s'était terminé le 14 juin, par une lettre de 4 pages qui disait beaucoup de choses aimables, mais qui ne donnait pas une seule fois de raison. Elle avait compris la raison le 2 juillet, quand l'annonce était parue dans le Morning Post. Mademoiselle Harriet Nye de Bruton Street avait 11 000 livres. Georgiana Skington en avait 2 000. C'était tout, et ce n'était même pas intéressant. Et ce qui avait failli achever Georgiana en juillet, ce n'était pas l'argent, ni la lettre, ni l'annonce. C'était que Harriet lui avait écrit le 4 juillet. Une lettre magnifique, de 11 pages, entièrement sincère. Elle expliquait qu'elle avait lutté pendant 4 mois, mais qu'elle n'avait pas pu s'en empêcher. Et elle espérait que Georgiana, plus que quiconque, comprendrait ce que c'était que d'aimer quelqu'un. Georgiana avait lu cette lettre environ 40 fois. Elle y avait répondu une seule fois, en 4 lignes. Et elle n'avait jamais revu Harriet, sauf de l'autre côté d'une pièce. Elles avaient été à l'école ensemble. Elles avaient partagé un lit à Bath durant l'hiver de 1819. Elles avaient toutes les deux 12 ans et avaient la rougeole. Georgiana devait être sa demoiselle d'honneur. Elle les vit entrer dans la longue galerie vers 10 heures. Elle se tenait au bout, près de la 2e fenêtre, avec un verre qu'elle ne buvait pas. Edmund et Harriet Vane entrèrent par l'autre bout avec les Ardington et environ 6 autres personnes. Et Georgiana comprit en 1 seconde environ qu'ils allaient parcourir toute la longueur de cette galerie, et qu'il n'y avait nulle part au monde où elle pouvait aller. La galerie mesurait 90 pieds de long. Les portes à son extrémité menaient au salon de cartes. Il y avait là 11 personnes, qui l'avaient tout observé paraître parfaitement bien pendant 2 heures. Il y avait un grand miroir sur le mur, à 4 pieds sur sa gauche. Un homme se tenait devant, le dos à moitié tourné. Il était là depuis environ 10 minutes, et n'avait parlé à personne. Georgiana Skington avait 4 secondes. Ce qu'elle pensa plus tard, et elle y pensa beaucoup pour le reste de sa vie, sans jamais arriver à une conclusion satisfaisante, c'est qu'elle n'avait rien décidé du tout. C'est son corps qui avait agi. Elle avait passé 4 mois dans des soirées, à être regardée avec sympathie. Chaque personne qui le faisait était bienveillante, et le poids accumulé de 4 mois de bienveillance était arrivé à échéance. Vers 10h30, le 11 octobre, dans une galerie de la maison Ardington, Georgiana Skington avait fait 2 pas de côté, avait posé sa main sur la mâchoire d'un inconnu et l'avait embrassé. Il ne la repoussa pas. C'était la première chose. Elle s'attendait à être remise à distance en 1 demi-seconde. Elle s'était préparée à rire, à dire quelque chose et à en assumer les conséquences. Au lieu de ça, l'homme contre le miroir resta complètement immobile pendant un quart de seconde. Puis son bras s'enroula autour de sa taille
et la maintint là. Georgiana compta 4 secondes après avoir cessé de vouloir quoi que ce soit, ce qui est très long. Et au milieu de la 3e seconde, elle comprit 2 choses à la fois. La première, c'est qu'Edmund et Harriet Vane étaient passés à 4 pieds derrière elle, sans s'arrêter. La seconde, c'est que l'homme qu'elle embrassait avait les yeux ouverts. Elle pouvait le voir. Elle était assez proche pour voir qu'il ne la regardait pas du tout. Son visage était très légèrement tourné. Ses yeux étaient fixés sur quelque chose par-dessus son épaule, au fond de la galerie. Et toute la manière dont il la tenait était arrangée pour que son propre visage soit caché aux 3/4 par le sien. Il ne l'embrassait pas. Il se tenait derrière elle. Georgiana Skington recula d'environ 6 pouces et le regarda. « Vous vous servez de moi, dit-elle. »« Oui, » dit l'inconnu. « Ne vous retournez pas. Je vous en prie, ne vous retournez pas et n'élevez pas la voix. Donnez-moi encore 4 secondes, puis je vous lâcherai, et je m'excuserai pour le reste de ma vie, si vous le souhaitez. » Il parlait très bas, sans beaucoup bouger les lèvres. « Il y a un homme à 40 pieds derrière vous, en manteau noir, qui essaye de voir mon visage depuis 10h15. Et s'il le voit avant vendredi, il y aura de gros ennuis pour quelqu'un qui ne mérite rien de tout ça. » Georgiana resta absolument immobile, sa main toujours sur sa mâchoire. « Je viens de vous embrasser dans une galerie publique pour me cacher de mon ancien fiancé, dit-elle. Et vous vous en êtes servi pour vous cacher d'un homme en manteau noir. C'est bien la situation, semble-t-il. Alors lâchez-moi au compte de 4, dit Georgiana Skington. Marchez vers ma gauche, en direction du salon de cartes. Et je marcherai vers ma droite pour poser mon verre. Et aucun de nous ne regardera l'autre pour le reste de la soirée. Vous pourrez vous excuser pour le reste de votre vie une autre fois. Car je n'ai pas la moindre intention de rester ici, pendant qu'un homme en manteau noir essaye de comprendre ce qu'il regarde. » Il la lâcha à 4. Elle avait parcouru environ 11 pieds quand elle l'entendit derrière elle, mais elle ne s'arrêta pas. « Madame, non, je vais dire une seule phrase, puis je prendrai l'autre direction. »« Dites-la en marchant, » dit Georgiana, « car je vais vers cette porte, et je ne veux pas qu'on me voie m'arrêter avec vous. » Il se mit à son pas, exactement à l'allure d'un homme qui marche à côté d'une femme à qui il a été présenté, ce qu'elle remarqua. « Personne ne l'a vu, dit-il. Je vous demande pardon. Personne ne l'a vu. J'étais dans cette galerie depuis 10h15, et je l'observais entièrement dans un grand miroir depuis 11 minutes. C'est la seule chose utile à se tenir là où je me tenais. » Il le dit d'un ton très calme. Il y avait 4 personnes au fond qui regardaient les Ardington. Il y avait un homme qui lisait sur le canapé. Et il y avait votre monsieur Vane et sa femme qui sont passés à 4 pieds de nous et n'ont pas regardé. Je les ai vus ne pas regarder. Georgiana marcha encore 11 pieds. « Pourquoi me dites-vous ça? »« Parce que vous n'arrivez plus à respirer correctement depuis que vous m'avez lâché, » dit l'inconnu. « Et vous marchez vers cette porte depuis 1 minute, en vous demandant ce qu'on dira de vous d'ici dimanche. Et la réponse est « rien. » Et je préfère que vous passiez 4 heures à ne pas le savoir, plutôt que 4 jours. Georgiana Skington s'arrêta à la porte du salon de cartes. « Qui était l'homme en manteau noir? Je ne vous le dirai pas, dit-il. « Non, admit-elle. Je ne pensais pas que vous le feriez. » Elle le regarda attentivement pour la première fois. Il avait environ 36 ans. Il avait un visage dur, fatigué, tout à fait banal, et un très beau manteau. Et il se tenait d'une manière que Georgiana reconnut immédiatement. Elle qui avait passé 4 mois à apprendre exactement à quoi ressemble quelqu'un qui se compose une attitude. C'était un homme qui se tenait avec précaution depuis 2 heures. « Vous vous cachez de lui, » dit-elle. « Oui, dans la galerie de Lady Ardington, à une soirée où vous êtes depuis 2h11. J'y suis depuis 2h11, admit-il, parce que je ne pouvais pas partir avant lui. Un homme qui quitte une maison à 9h a été chassé, et j'ai une certaine expérience de ce que cela coûte. » Georgiana le regarda un long moment. « Moi aussi, » dit-elle. Sa tante la trouva à 11h et dit « Vous voilà. » Georgiana dit quelque chose à propos du salon de cartes et n'entendit pas un mot des 4 minutes suivantes. Elle rentra chez elle à 1h du matin et ne dormit pas. Vers 3h du matin, elle se leva, alluma une bougie, s'assit et fit la chose qu'elle évitait depuis 10 heures. Y penser dans l'ordre. Il savait qui était Edmund. C'était ça, le détail. Elle y repensa 4 fois, et ça ne disparaissait pas. Votre monsieur Vane et sa femme. Elle ne lui avait pas donné de nom.
Elle ne lui avait rien dit du tout. Elle avait dit « mon ancien fiancé ». Et il avait dit « votre monsieur vint ». Et il l'avait dit environ 90 secondes plus tard, sans la moindre hésitation. Un inconnu à une soirée connaît le nom du fiancé et conduit d'une femme de deux manières. Soit toute la pièce en a discuté, ce que toute la pièce avait fait pendant 4 mois, et ce que Georgiana avait passé 4 mois à prétendre que ce n'était pas le cas. Soit il le savait avant de venir. Elle resta assise sur cette chaise jusqu'à environ 4 heures, sans parvenir à faire fonctionner la deuxième hypothèse. Il n'y avait aucune raison sur Terre pour qu'un homme de 36 ans arrive chez les Ardington en connaissant les fiançailles de Georgiana Skington. Et il y avait toutes les raisons pour qu'un homme à une soirée en octobre 1831 ait entendu le ragot le plus discuté de Londres. Mais s'il l'avait dit sans une pause, c'est à ça qu'elle revenait sans cesse. Un homme qui a entendu un ragot et qui l'associe à un visage met environ 1 seconde et demie. Lui n'avait mis aucun temps du tout. La lettre arriva le 13. Elle contenait 2 lignes et n'était pas signée. « Madame, si l'on vous demande à quelque moment et par quelque personne que ce soit, si vous étiez dans la longue galerie de la maison Ardington à 10 heures mardi, la réponse est que vous étiez dans le salon de cartes de 10 heures à 11 heures, là où votre tante vous a trouvé, et ce que 4 personnes confirmeront. » Georgiana Skington lut cela 2 fois et sentit un froid la parcourir de la tête aux pieds, car ce n'était pas une menace. Elle retourna la lettre dans tous les sens pendant 1 heure. Ce n'était une menace d'aucune sorte. Il n'y avait rien qui puisse lui nuire. Rien ne lui était demandé, et aucun nom n'était attaché à quoi que ce soit. C'était une instruction de quelqu'un qui avait réfléchi à ce qu'elle aurait besoin de pouvoir dire, et c'est le « si l'on vous demande » qui l'acheva. Personne n'envoie à une femme une note sur ce qu'il faut dire si on lui demande, à moins qu'il y ait une perspective raisonnable que quelqu'un le fasse. Et la seule circonstance dans laquelle on demande à une jeune femme, où elle se tenait à 10 heures à une soirée, est une circonstance où l'on établit où se tenait quelqu'un d'autre. Georgiana resta assise avec cette note sur ses genoux pendant environ 20 minutes. Puis elle se leva, sortit son nécessaire à écrire, et écrivit à la seule personne à Londres qui pourrait savoir qui était l'homme en manteau noir, et qui ne lui demanderait pas pourquoi elle voulait le savoir. Son oncle, Frederick Skington, avait 61 ans. Il était employé au ministère de l'Intérieur depuis 39 ans et n'avait jamais dépassé le 4e bureau. Il était le frère cadet du père de Georgiana et sa personne préférée depuis qu'elle avait 4 ans. Il vint le 15, lut la note, la posa sur la table et ne dit rien pendant environ 11 secondes. « Où avez-vous eu ça? Elle est arrivée par porteur jeudi matin. » Oncle Georgie. Frederick Skington enleva ses lunettes, ce qu'il faisait environ 4 fois par an. « Je vais vous poser une série de questions. Je veux que vous répondiez à chacune d'elles avec exactitude et sans rien m'épargner. Et ensuite, je vais vous dire quelque chose, et ça ne va pas vous plaire. Demandez. Étiez-vous chez les Ardington mardi? Oui. Étiez-vous dans la longue galerie à 10 heures? Oui. Qui d'autre y était? Georgiana lui raconta. Elle lui raconta tout, y compris le baiser, ce qui lui prit environ 4 tentatives pour le dire. Son oncle l'écouta sans bouger un seul muscle de son visage. À la fin, il se renversa sur sa chaise. « Décrivez l'homme en manteau noir. Je ne l'ai jamais vu. Je ne me suis pas retourné. »« Vous ne vous êtes pas retourné, » dit lentement Frederick Skington. « Georgie, vous ne vous êtes pas retourné parce qu'un inconnu vous a dit de ne pas le faire. »« Oui. Et vous ne vous êtes pas retourné en sortant non plus. »« Non, mon oncle. Alors vous êtes peut-être la seule personne dans cette galerie mardi soir qui va s'en sortir sans le moindre problème, » dit son oncle. Et je veux que vous compreniez que c'est entièrement de la chance et non du jugement, et que je suis au ministère de l'Intérieur depuis 39 ans et que j'ai extrêmement peur en ce moment. Georgiana posa ses mains à plat sur la table. « Dites-moi, je vais vous dire 2 choses, et aucune d'elles n'est ce que vous m'avez demandé. » Frederick Skington plia ses lunettes. « La première est que je sais qui a écrit cette note. J'ai vu cette écriture sur environ 400 documents en 11 ans. Je ne vais pas vous dire son nom, et vous n'allez pas me le demander une 2e fois. Et la seconde est qu'il y a une affaire devant le procureur général en ce moment. Je ne dirai rien de sa nature. Mais un homme va témoigner au début de l'année contre quelqu'un de beaucoup plus important que lui. Et cet homme est maintenu en vie en ce moment par environ 11 personnes qui savent où il se trouve. Et mardi soir à 10 heures, dans la longue galerie de Lady Ardington, une personne qui n'aurait pas dû être dans cette maison
se trouvait à moins de 40 pieds du seul homme en Angleterre qui aurait pu identifier le gentleman qui le protège. Personne ne dit rien. « Oncle », dit Georgiana Skington. Qui était en manteau noir? Celui qui se cachait ou celui qui regardait? Frederick Skington regarda sa nièce un long moment. « Ça, dit-il, c'est la première question que l'on me pose sur cette affaire dont je ne connais pas la réponse. » Il vint à Wilton Street le 19 octobre. Il vint le matin, ce que Georgiana comprit plus tard avoir été tout l'enjeu. Elle avait passé 4 jours à ne rien faire. C'était le pire, et elle ne s'y attendait pas. Elle avait supposé qu'une femme à qui on a dit ce que son oncle lui a dit le 15 passerait la semaine suivante dans un état de grande alarme. Mais ce qui s'était réellement passé, c'est qu'elle était allée à 2 dîners et à un concert. Elle avait paru parfaitement bien aux 3, et elle était rentrée chaque soir pour s'asseoir sur une chaise. La carte de visite arriva à 11 heures avec le courrier du matin de sa tante. Le duc d'Amélie. Georgiana Skington regarda cette carte pendant environ 4 secondes, puis posa sa main à plat sur la table. « Georgie, faites-le monter, ma tante, » dit-elle, « et restez dans la pièce. Je vous expliquerai tout après, mais je ne pourrai rien expliquer maintenant. » Il entra, s'arrêta à 4 pieds de la porte et s'inclina. Il ne s'assit pas avant la tante de Georgiana, ce que Georgiana remarqua. Mademoiselle Skington, Madame Prowse. Il tenait un chapeau dans ses mains, comme un homme qui a besoin de quelque chose à tenir. Je vais dire 4 choses, puis je partirai. Et je ne reviendrai pas à moins d'y être invité. La première est que je suis extrêmement désolé. Votre grâce, je ne savais pas qui vous étiez mardi, jusqu'à ce que vous soyez à 4 pouces de mon visage, dit le duc d'Amélie. Et je veux que cela soit établi avant toute autre chose. Car j'ai passé 8 jours à imaginer ce que vous devez penser, et je suis arrivé à quelque chose de bien pire que la vérité. La tante de Georgiana, qui avait 54 ans et n'avait rien su jusqu'à 11 heures ce matin-là, dit « Je vous demande pardon. Quelle est la vérité? » La vérité, madame, c'est qu'une jeune femme s'est retournée et m'a embrassé dans une galerie pour échapper à quelqu'un, et que j'ai compris en un quart de seconde que je pouvais m'en servir pour cacher mon propre visage à un homme qui le cherchait, et que je m'en suis servi. Et que je l'ai retenu 4 secondes de plus qu'elle ne le voulait pour le faire. Il dit cela en regardant Madame Prowse, et non Georgiana. Il n'y a aucune version de cela qui ne soit pas mesquine, madame. J'ai mis 8 jours à découvrir qu'il n'y en avait pas, et je ne vais pas m'asseoir dans votre salon pour enjoliver les choses. Madame Prowse posa sa tasse de thé. « Georgie, dit-elle, vous avez fait quoi? Je vous le dirai dans un quart d'heure, ma tante, et vous pourrez me dire tout ce que vous voudrez à ce sujet, et je mériterai chaque mot. » Georgiana ne quitta pas des yeux le duc d'Amélie. « Votre grâce. Vous avez dit « votre monsieur vint ». Il s'arrêta. « Je vous demande pardon. Dans la galerie, environ 90 secondes après que vous m'ayez lâché, vous avez dit « votre monsieur vint et sa femme sont passés à 4 pieds de nous et n'ont pas regardé. Je ne vous avais pas donné de nom, je ne vous avais rien dit du tout. Et j'ai tourné ça dans ma tête pendant 8 jours, et je n'arrive à aucune autre conclusion. » Le duc d'Amélie resta parfaitement immobile. « C'est que vous saviez qui j'étais avant d'entrer dans cette maison, » dit Georgiana Skington. Personne ne dit rien pendant environ 4 secondes. « Oui, » dit le duc d'Amélie. Madame Prowse émit un petit son. « Pas de la manière que vous pensez, » dit-il. Et il le dit vite, ce qui était la première fois que Georgiana l'entendait faire quelque chose rapidement. « Mademoiselle Skington, je veux dire ceci avec exactitude. Je ne connaissais pas votre visage. Je ne vous avais jamais vu de ma vie, et je ne savais pas que vous étiez dans cette maison. Je n'aurais pas pu vous reconnaître dans cette galerie. Je connaissais votre nom, et je le connaissais pour une seule raison, et c'est une raison qui va être bien pire que ce que vous imaginez depuis 8 jours. Je suis extrêmement désolé. Dites-le. Votre père était le colonel Henry Skington. Georgiana Skington était assise dans le salon de sa tante à Wilton Street, et la pièce sembla s'éloigner très loin. Mon père est mort en 1826, en février, à Corfou. Le duc d'Amélie tenait son chapeau, d'une fièvre, et il y a eu une commission d'enquête sur le commissariat de cette station à l'été 1827. Elle n'a rien trouvé et a été close en novembre de cette année-là, et les papiers sont allés dans un coffre au ministère de la Guerre. Votre grâce, ce coffre a été rouvert en juin de cette année, dit le duc d'Amélie. Madame Prowse se leva, alla s'asseoir à côté de sa nièce, et lui prit la main. Georgiana la laissa faire sans s'en rendre compte.
Qu'est-ce que mon père a à voir avec tout ça? Absolument rien. Il le dit avec une force énorme, et ce fut la seule fois de toute l'entrevue qu'il éleva la voix. Mademoiselle Skington, écoutez tout. Votre père n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Il n'est accusé de rien du tout et ne l'a jamais été. Et il n'y a pas un seul papier en Angleterre avec un mot contre lui. Il a écrit 4 lettres en 1825 au bureau du commissaire général à Corfou sur le prix de la farine. Elles ont été ignorées. Il en a écrit une 5e en janvier 1826 et il est mort en février. Et ces 5 lettres sont allées dans le coffre avec le reste en 1827. Et en juin de cette année, quelqu'un les a lues pour la première fois en 4 ans. Elles sont le seul récit contemporain par un homme honnête de ce qui se passait à cette station. Et elles sont maintenant le fondement d'une affaire qui sera portée devant le procureur général au début de l'année. Georgiana ne pouvait rien dire du tout. « Les lettres de votre père sont la raison pour laquelle je connais votre nom », dit le duc d'Amélie. « Je les ai lues environ 40 fois. Je pourrais vous dire ce qu'il a écrit le 9 novembre 1825 à propos d'un contrat pour 1000 quartiers de farine. Et ce que ça lui a fait que personne ne réponde. Il a signé la dernière. Votre obéissant serviteur, et je vous réécrirai au printemps, car je ne pense pas que vous m'ayez compris. » Il s'arrêta. Et il y a un paragraphe dans la 3e lettre sur sa fille. « Madame, dit-il, ce n'est une preuve de rien, et les greffiers l'ont laissé parce qu'il n'y avait aucune raison de l'enlever. Et c'est ainsi que je sais que mademoiselle Georgiana Skington avait 18 ans en 1825, qu'elle tenait les comptes de son père pour lui à Corfou pendant 2 ans, et qu'elle était meilleure à ça que son commis. » Georgiana Skington mit ses 2 mains sur son visage. Sa tante dit quelque chose au duc d'Amélie que Georgiana n'entendit pas, et le duc d'Amélie répondit quelque chose. Et il y eut environ 1 minute pendant laquelle Georgiana ne fut pas entièrement dans cette pièce. Quand elle revint à elle, elle dit dans ses mains, « Qui est le témoin? Je ne vais pas vous le dire. C'est quelqu'un de Corfou. Mademoiselle Skington. C'est quelqu'un de Corfou, dit Georgiana en retirant ses mains. Parce que tout le monde à cette station en 1825 savait ce qui se passait ou y participait. Et il y avait environ 9 hommes dans ce commissariat. Et je connaissais chacun de leurs noms à l'âge de 18 ans, parce que je les écrivais dans le journal de mon père 4 jours par semaine pendant 2 ans. Le duc d'Amélie la regardait. « Mademoiselle Skington, dit-il, avez-vous toujours le journal? »« J'en ai 4, dit Georgiana Skington. Ils sont arrivés dans ces malles en juin 1826. Ils sont dans le grenier de ma tante depuis 5 ans. Et je n'en ai pas ouvert un seul depuis que j'ai 19 ans. Les 4 journaux descendirent de ce grenier le 20 octobre. Ils étaient dans une boîte en fer blanc laqué qui avait verdi au coin. Georgiana ne laissa personne d'autre l'ouvrir. Elle le fit à la table du petit salon de Wilton Street, avec sa tante dans la pièce. Le duc d'Amélie se tenait à la fenêtre, le dos tourné, ce qu'il fit sans qu'on le lui demande. Et Georgiana lui en fut reconnaissante d'une manière qu'elle n'aurait pas pu expliquer. Ils étaient exactement comme dans son souvenir. L'écriture du colonel Skington dans les entrées, et celle de Georgiana, ronde, soignée et âgée de 18 ans, dans les colonnes. Environ 400 pages du matériel le plus fastidieux du monde. Rations distribuées, fourrage, rapport d'hôpital, le prix de tout à Corfou, entre mars 1824 et janvier 1826. Il n'y a rien là-dedans, dit-elle après environ 1 heure. Votre grâce, je dois le dire maintenant, pour que personne ne perde une semaine. Ce sont des journaux de quartier-maître. Ils indiquent ce qui est entré et ce qui est sorti. Ce ne sont pas des comptes, et ils ne vous montreront pas un seul shilling de l'argent de qui que ce soit. Je sais. Alors pourquoi les voulez-vous? Le duc d'Amélie se retourna de la fenêtre. Parce qu'un homme va se lever au début de l'année, dit-il, et dire ce qu'il a vu à Corfou en 1825. Et toute la force de la partie adverse sera de dire qu'il est un seul homme, sans statut particulier, qui raconte des choses lointaines et vieilles de 6 ans, et que personne ne peut corroborer un seul de ces mots. Et les journaux de votre père ne montrent aucun argent. Ils montrent ce qui a été distribué, à qui et quel jour. Et si cet homme dit le 4 février que 1000 quartiers de farine sont sortis de ce magasin, le 9 novembre 1825, alors il y a un livre dans cette pièce, tenu par un homme mort et sa fille, qui dit soit que c'est vrai, soit que ça ne l'est pas. Georgiana Skington baissa les yeux sur la date du 9 novembre 1825 qui était sous sa main.
Alors vous feriez mieux de me dire son nom, dit-elle, parce que je vais passer environ 4 semaines là-dessus, et je préférerais ne pas le faire à l'aveugle. Je ne peux pas, votre grâce. Mademoiselle Skington, je veux vous donner la raison, et non le refus. Il s'éloigna de la fenêtre. Il y a 11 personnes en Angleterre qui savent où se trouve cet homme. J'en suis une, et votre oncle n'en est pas. Je connais son nom depuis juin, et je ne l'ai dit à voix haute à personne en 5 mois, y compris à mon propre avocat. Et mardi soir, un homme est entré dans la maison de Lady Ardington. Il essaye depuis août d'établir lequel d'environ 4 gentlemen le protège. Parce qu'il ne le sait pas. Et parce qu'au moment où il le saura, il saura où chercher. Et il y a une maison dans le Berkshire, avec 4 personnes dedans, qui m'a coûté 900 livres depuis juin. Alors qui était l'homme en manteau noir? Son nom est Bellingham, et c'est un clerc d'avocat. Il n'est personne, dit le duc d'Amélie. Et il est payé par quelqu'un qui est quelqu'un de très important. Et je n'ai pas pu le prouver en 5 mois non plus. Les 4 semaines se transformèrent en 9. Et Georgiana Skington travailla à cette table presque tous les jours. Et cela changea sa vie d'une manière qui n'avait absolument rien à voir avec le duc d'Amélie. Parce qu'elle était douée pour ça. Elle l'avait su à 18 ans, dans un bureau à Corfou, en remplissant les colonnes de son père 4 jours par semaine. Parce que son commis était lent, et parce que c'était la seule chose utile qu'une fille de colonel dans une garnison était autorisée à faire. Elle avait mis ça de côté en 1826 avec tout le reste, et avait passé 5 ans à être une jeune femme à Londres. Et le 20 octobre 1831, elle ouvrit un journal à la date du 9 novembre 1825. Elle y trouva sa propre écriture. Et elle constata qu'elle pouvait toujours lire une colonne de ration plus vite qu'une page de texte imprimé. Elle ne dit à personne à quel point elle aimait ça, pendant environ 2 semaines. Puis elle le dit à son oncle Frederick, qui se moqua d'elle et dit « Georgie, ton père m'a écrit à ton sujet en 1825. Il a dit que tu avais une meilleure tête pour les registres que n'importe quel homme de son bureau, et que c'était le plus grand gâchis de la Méditerranée. Il ne m'a jamais dit ça. » « Non, dit Frederick Skington, il ne l'aurait pas fait. Il était ton père et ça t'aurait rendue malheureuse. Et il avait tout à fait raison sur ce point aussi. Elle trouva la première chose le 11 novembre. Ce n'était pas ce que l'on lui avait demandé. Ce n'était la preuve de rien. Et il lui fallut environ 4 jours pour comprendre ce qu'elle regardait. Les rations distribuées depuis le magasin de Corfou entre juin 1825 et janvier 1826 ne correspondaient pas au relevé d'effectifs. Pas de beaucoup. Pas de quoi que ce soit que l'on aurait pu remarquer en 1 mois ou un trimestre. Mais sur 8 mois, il y avait 411 jours hommes de ration distribués pour des hommes qui n'étaient pas à cette station. Et Georgiana le trouva parce qu'elle avait écrit les 2 colonnes elle-même à 18 ans, et n'avait jamais pensé à les comparer. « Ce n'est pas la farine, dit le duc d'Amélie quand elle lui montra. Non, ça n'a rien à voir avec la farine. Et ça représente environ 11 livres en tout. Et ce n'est pas une fraude au sens ordinaire. Georgiana avait 4 feuilles de papier. Votre grâce, c'est quelqu'un qui maintenait des hommes sur les effectifs alors qu'ils étaient partis. 4 d'entre eux. Et ça s'arrête en janvier 1826, et ça recommence en juin de cette année-là. Et mon père est mort en février. Personne ne dit rien. Qui que ce soit, dit Georgiana Skington, a arrêté de le faire pendant 4 mois, pendant que la commission d'enquête siégeait, et a recommencé dès qu'elle a été close. Et ça n'est dans le témoignage de personne, et ça ne peut pas l'être, parce qu'il n'y a pas un papier sur terre qui le montre, sauf 2 colonnes dans le journal d'un quartier-maître mort que personne n'a regardé depuis 5 ans. Et la seule raison pour laquelle je l'ai trouvé, c'est que j'ai écrit les 2. Le duc d'Amélie s'assit lentement. « Mademoiselle Skington, dit-il, l'homme qui va témoigner au début de l'année était un commis dans ce commissariat. Je sais, je ne vous l'ai pas dit. Vous ne m'avez rien dit du tout. Et je ne vous ai pas demandé de nom depuis 3 semaines, dit Georgiana. Mais il y avait 9 hommes dans ce bureau, et j'ai écrit leurs noms dans ces livres 4 jours par semaine pendant 2 ans. 4 d'entre eux sont morts, 2 sont en Irlande, et l'un d'eux est le beau-frère de l'employeur de Bellingham, ce que j'ai découvert par mon oncle en lui demandant toute autre chose. Il en reste 2, et l'un d'eux avait 23 ans en 1825 et m'apportait un citron du marché le jeudi, parce que j'avais dit une fois que j'aimais ça. Il avait la plus belle écriture de ce bureau. Et c'est le seul homme de tout le service qui ait jamais dit à mon père que quelque chose n'allait pas. Elle posa sa plume. « C'est Thomas Ray, dit Georgiana Skington.
Et je ne vous ai pas demandé, et je ne vous demande pas maintenant. Et je vous serai reconnaissante de ne rien dire du tout. Parce que je viens de comprendre devant vous que je suis la seule personne en Angleterre, en dehors de vos 11, à le savoir. J'aimerais que nous restions tous les deux avec ça, 1 minute avant que l'un de nous ne dise autre chose. Ils restèrent avec ça bien plus d'1 minute. Mademoiselle Skington, dit enfin le duc d'Amélie, je vais vous demander de faire quelque chose, et vous allez vouloir refuser. J'aimerais que vous écoutiez tout d'abord. Dites-le. Je veux que vous oubliez que vous le savez. Georgiana le regarda. Ce n'est pas possible, monsieur. Non, ça ne l'est pas. Et ce n'est pas ce que je voulais dire. Et je l'ai mal formulé. Il se leva et alla à la fenêtre. Ce qu'elle avait appris en 3 semaines qu'il faisait quand il était sur le point de dire quelque chose qu'il avait répété. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 7 minutes, vous serez une personne qui détient une information que 11 autres personnes ont. Et je veux que vous compreniez exactement ce que cela a signifié pour les 11. Parce que je vis avec ça depuis juin, et ce n'est pas ce que l'on imagine. Ça ne signifie pas le danger. C'est la partie que tout le monde comprend mal. Personne ne va entrer dans cette maison. Ce que ça signifie, c'est que pendant les 4 prochains mois, vous ne pourrez pas dire une seule chose imprudente à un dîner. Et vous ne saurez pas quelle phrase était l'imprudente avant qu'il ne soit trop tard. Et vous passerez chaque soirée en société à tout repasser dans votre tête à 2 heures du matin. Georgiana Skington était assise à cette table avec 4 journaux ouverts devant elle. « Votre grâce, dit-elle, je fais précisément ça depuis le 14 juin. » Il se retourna. « Je suis allé à environ 90 dîners depuis qu'Edmund m'a quitté, » dit Georgiana, « et j'ai paru parfaitement bien à chacun d'eux. Et je suis rentré de chacun d'eux, et je suis resté éveillé à repasser ce que j'ai dit, ce que mon visage a fait, et si quelqu'un a vu. Je le fais depuis 4 mois pour absolument rien du tout, pour un homme qui en a épousé une autre, et une fille avec qui j'ai partagé un lit quand nous avions la rougeole. Alors vous pouvez garder votre avertissement, monsieur, et je prendrai l'information. Parce qu'au moins, ça vaut quelque chose. Et je trouve que je préfère rester éveillé à cause d'un témoin dans le Berkshire qu'à cause des 11 pages de Harriet Vane. Le duc d'Amélie resta à cette fenêtre pendant environ 4 secondes. Ça, dit-il, c'est la chose la plus utile que l'on m'ait dite depuis juin. Je vais y réfléchir beaucoup. Et je ne vais rien dire à ce sujet maintenant, parce que je le ferai mal. Les 9 semaines se transformèrent en 14, et ce fut l'hiver le plus étrange de la vie de Georgiana Skington. Elle travaillait à cette table. C'était la forme que prenait sa vie, et elle fut étonnée de la rapidité avec laquelle cela devint ordinaire. 4 journaux, un registre L, et un système qu'elle mit en place les 2 premières semaines, et que M. Sedgwick de Lincoln's Inn décrivit plus tard devant témoins comme le travail de clerc le plus soigné qu'il ait vu en 30 ans. Ce qu'elle faisait, c'était construire un index, pas une transcription. Elle avait compris vers le 4 novembre qu'une transcription de 400 pages de registre de quartier-maître ne valait rien pour personne. Aucun avocat sur terre n'allait la lire, et aucun jury n'allait l'écouter. Ce qu'elle construisit à la place, c'était un livre avec une page pour chaque homme qui était passé par ce commissariat, et chaque contrat qui était passé par ce magasin entre mars 1824 et janvier 1826, avec la date de chaque entrée, le volume et la page. Et au bas de chaque page, de sa propre main, les 4 ou 5 phrases qui expliquaient ce que les entrées signifiaient réellement. Cela lui prit 11 semaines. Elle y travaillait 6 jours sur 7, et en janvier, elle avait 240 pages. Elle n'avait jamais de sa vie été aussi fatiguée, ni aussi entièrement heureuse. Et elle faisait très attention à ne pas dire la deuxième partie à voix haute à qui que ce soit. Le duc d'Amélie venait 2 fois par semaine, et parfois 3. Il y avait toujours une raison, une question sur une date, un papier de Sedgwick, ou quelque chose à vérifier dans le 3e volume. Et vers la première semaine de décembre, la tante de Georgiana avait commencé à laisser la porte ouverte et à s'asseoir dans la pièce voisine au lieu de la même. C'était la manière de Madame Prowse de dire une chose qu'elle ne dirait jamais à voix haute. Il parlait du travail. C'était presque tout pendant 11 semaines, et Georgiana comprenait parfaitement ce qui était évité et en était profondément reconnaissante, parce qu'elle avait été quittée en juin, et c'était novembre, et elle ne faisait confiance à aucun sentiment qu'elle éprouvait pour qui que ce soit. Il lui parla de son frère en décembre. Elle n'avait pas demandé. Ils examinaient le mois de novembre 1825 depuis environ 2 heures,
Elle avait dit quelque chose sur son père, sur la façon dont il avait continué à écrire des lettres à un bureau qui avait cessé de lui répondre. Ce qu'elle avait trouvé impossible à pardonner pendant des années, et qu'elle commençait récemment à comprendre. Et le duc d'Amélie s'était adossé et avait dit, sorti de nulle part, « Mon frère était à cette station, en 1824. Votre grâce, Charles Amélie. Il était lieutenant, il avait 22 ans. Il était à Corfou de mars 1824 à novembre. Il est rentré, il allait parfaitement bien, et il est mort en 1829 de toute autre chose. Et rien de tout ça n'est la question. » Il regardait la table. La question, c'est qu'il m'a dit vers 1825 que quelque chose n'allait pas à cette station. Et je ne l'ai pas écouté. J'avais 29 ans, j'avais hérité du titre l'année précédente. J'avais 11 000 acres, une mère, 3 sœurs, et environ 400 choses à faire par jour. Et mon frère m'a dit dans le fumoir à Amélie que le commissariat de Corfou était corrompu. Et j'ai dit quelque chose comme « Ils le sont toujours ». Et j'ai changé de sujet. Et j'ai pensé à cette conversation environ 4000 fois. Georgiana ne dit rien. Il n'en a jamais reparlé. Pas une seule fois en 4 ans. Le duc d'Amélie posa ses mains à plat sur la table. Et en juin de cette année, un coffre a été ouvert au ministère de la Guerre. J'étais dans le comité qui l'a ouvert, entièrement par accident, parce que Melbourne voulait un père qui n'avait aucun intérêt en Méditerranée. Et j'ai lu 5 lettres d'un colonel dont je n'avais jamais entendu parler. Et je me suis assis dans une pièce au ministère de la Guerre et j'ai compris que mon frère m'avait dit la vérité en 1825. Et que j'avais dit « Ils le sont toujours ». Alors, vous pouvez avoir toute ma raison, mademoiselle Skington, puisque vous m'avez donné une grande partie de la vôtre. Il leva les yeux. Je ne fais pas ça pour le service public. J'ai 34 ans, et je n'ai pas le moindre intérêt pour le commissariat. Je le fais parce qu'un homme de 22 ans m'a dit quelque chose et que je n'ai pas écouté. Et parce qu'il est mort et qu'il n'y a rien sur cette terre que je puisse faire à ce sujet, à part ça. Georgiana Skington était assise à cette table en décembre, avec 4 journaux ouverts devant elle. Mon père a écrit 5 lettres, dit-elle, et personne n'a répondu. Et il est mort en février. Et j'avais 19 ans, et j'ai mis ces malles dans un grenier en juin. Et je ne les ai pas ouvertes pendant 5 ans. J'aurais pu lire ces journaux à n'importe quelle heure de n'importe quel jour entre 1826 et ce mois d'octobre. Et il ne me serait jamais venu à l'esprit qu'il y avait quoi que ce soit dedans. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose, monsieur, dit Georgiana. Et je suis assise ici depuis 3 semaines à vous écouter ne pas le dire. Et je préférerais que nous mettions tous les deux les choses sur la table. Parce que nous allons travailler là-dessus jusqu'en mars. Bellingham vint la 2e semaine de janvier, et il vint la voir elle. C'était la chose à laquelle personne ne s'était préparé. Sedgwick avait dit en novembre que le danger, s'il y en avait, concernait le duc et le Berkshire, et que personne en Angleterre n'allait importuner une jeune femme à Wilton Street pour une série de journaux dont ils ignoraient l'existence. Il vint le 9 janvier à 3 heures de l'après-midi. Il envoya une carte qui disait « Monsieur G. Bellingham » et rien d'autre. Georgiana Skington regarda cette carte pendant environ 4 secondes, puis dit « Faites-le monter. Et ma tante, restez où vous êtes, ne dites absolument rien, et ne quittez cette pièce pour aucune raison. » Il avait environ 45 ans et un visage agréable, fatigué, tout à fait banal. Il s'assit où on lui demanda de s'asseoir et fut extrêmement courtois pendant 11 minutes. Il n'était pas là pour la menacer. Georgiana le comprit en environ 90 secondes, et cela l'effraya considérablement plus que l'alternative. Il était là pour être raisonnable. « Mademoiselle Skington, je serai tout à fait franc avec vous, car je ne pense pas que toute autre approche fonctionnerait avec vous. Et parce que je n'ai pas grand-chose à cacher. » Il posa son chapeau sur son genou. « Je suis employé par un gentleman dont on parle. Il n'a été accusé de rien et ne le sera pas. Et ce qui lui arrive actuellement, c'est que beaucoup de gens examinent des papiers concernant une station en Méditerranée où il a servi il y a 9 ans. Et cela lui cause un très grand tort. Et ça continuera, que quelque chose soit prouvé ou non. Et vous êtes venu me voir. » « Je suis venu vous voir parce qu'on m'a dit que vous aviez les journaux de votre père, » dit M. Bellingham. « Et parce que mon client aimerait qu'il soit examiné par quelqu'un d'impartial avant d'être utilisé. Et parce qu'il me semble, pardonnez-moi, que vous ne savez peut-être pas entièrement ce que vous avez entre les mains. Dites le reste. Le reste, c'est que le nom du colonel Skington
va être mentionné dans un tribunal au printemps, dit M. Bellingham. Ces lettres vont être lues à haute voix. L'autre partie en fera un héros. Et l'avocat de mon client devra faire quelque chose avec lui. Et je préférerais de beaucoup que ce ne soit pas nécessaire. Georgiana Skington resta parfaitement immobile. Vous allez dire quelque chose sur mon père. Je ne vais rien dire sur votre père, madame. Je n'ai pas un mot contre lui, et mon client non plus. Bellingham ne bougea pas. Mais il était quartier-maître à cette station pendant 2 ans. Chaque sortie de ce magasin portait sa signature. Et s'il s'avérait qu'il y a quoi que ce soit dans ces livres qui ne concorde avec rien du tout, alors un avocat qui défend toute la réputation d'un gentleman va s'en servir. Il en aura le droit, et ce sera dans le Times. La pièce était très silencieuse. Il y a 411 jours hommes de ration dans ces livres qui ne concordent pas avec les relevés d'effectifs, dit Georgiana Skington. Le visage de M. Bellingham ne changea pas du tout. Georgiana le regarda ne pas changer et comprit que c'était la chose la plus dangereuse chez lui. « Vraiment ?» dit-il. « Il y en a. Et c'est entre juin 1825 et janvier 1826. Et ça s'arrête pendant 4 mois. Pendant que la commission d'enquête siégeait. Et ça recommence le mois où elle a été close. » Georgiana avait les mains jointes sur ses genoux, et elles étaient parfaitement stables, ce qui la surprit beaucoup. Et c'est dans les livres de mon père, sous la signature de mon père. Je les ai trouvés moi-même en novembre, et je les ai consignés dans un index de ma propre main, avec le volume et la page. Et je veux dire la suite très exactement, Monsieur Bellingham, parce que vous allez le répéter à quelqu'un ce soir. Mon père est mort en février 1826. Les entrées recommencent en juin, 4 mois après sa mort, de la main de celui qui a tenu ce livre après lui. Et c'est à la page 11 de mon index. Et c'est là depuis le 14 novembre. Et M. Sedgwick de Lincoln's Inn en a une copie conforme depuis le 2 décembre. Personne ne dit rien pendant environ 4 secondes. Vous avez consigné la chose qui nuit à votre propre père, dit M. Bellingham. J'ai tout consigné, dit Georgiana Skington. C'est ce qu'est un index, monsieur. Mon père m'a appris à tenir un registre quand j'avais 17 ans. Et la première chose qu'il m'a dite à ce sujet, c'est qu'un livre qui ne montre que ce que vous voulez qu'il montre n'est pas un livre. C'est une lettre. Monsieur Bellingham de Gray's Inn resta un moment dans ce salon. Puis il se leva, ramassa son chapeau et dit quelque chose que Georgiana répéta au duc d'Amélie ce soir-là, mot pour mot. Et à quoi ils pensèrent tous les deux très longtemps. « Mademoiselle Skington, dit-il, je fais ce travail depuis 19 ans. J'ai rendu visite à peut-être 400 personnes dans votre situation. Et tout mon métier repose sur le fait qu'il y a toujours quelque chose qu'une personne préférerait ne pas voir examiné. Et vous venez de me dire la pire chose en votre possession, en moins de 11 minutes, sans qu'on vous le demande. Et vous m'avez donné la page où elle se trouve. » Il s'inclina. « Je dirai à mon client qu'il n'y a rien à obtenir ici. Ce sera vrai, et ce sera cru, car je ne lui ai encore jamais rapporté qu'il n'y avait rien quand il y avait quelque chose. Bon après-midi, madame. » Il arriva à la porte. « Monsieur Bellingham, dit Georgiana, qui est votre client? » « Vous savez parfaitement qui est mon client, madame, dit Monsieur Bellingham. Et vous le savez depuis environ le 4 décembre. Et je vais vous dire la seule chose que vous ne savez pas. Parce que j'ai 60 ans en mars, j'ai 2 filles, et je me rends compte que je ne vais pas pouvoir faire ça très longtemps. Il n'était pas à Corfou en 1825. Georgiana Skington se leva. « Je vous demande pardon. Mon client était à Corfou de 1822 à 1824. Il est rentré en novembre 1824 et n'a pas quitté l'Angleterre depuis, dit M. Bellingham. Tout ce qui a été trouvé dans ses papiers s'est produit après son départ. Il a dépensé 11 000 livres en 5 ans et m'a mis sur la piste d'environ 40 personnes. Et ce n'est pas parce qu'il est coupable de ce qu'il cherche. C'est parce qu'il y a autre chose dans les papiers de cette station qu'il ne peut se permettre que l'on trouve pendant qu'il cherche. Et je le sais depuis 2 ans, et je ne lui ai jamais demandé ce que c'était. Et je vous le dis maintenant, parce que je suis fatigué, et parce que vous m'avez donné la page 11. Georgiana Skington retourna à mars 1824. Et elle le fit seule, parce qu'elle avait dit au duc d'Amélie le 10 janvier qu'elle voulait 4 jours sans personne dans la pièce. Il avait dit oui et était parti sans lui poser une seule question. Et elle y pensa beaucoup par la suite. Elle avait passé 11 semaines sur 1825 et 1826, parce que c'était ce que tout le monde voulait. Ce que Bellingham lui avait dit le 9 janvier, c'est que son client était rentré en novembre 1824,
Et cela signifiait que ce que l'homme ne pouvait se permettre de voir découvert se trouvait dans les 8 mois au début de ses livres. La partie que personne n'avait regardée du tout. Elle les examina 4 fois. La première fois, elle ne trouva rien. La deuxième fois, elle ne trouva rien. Et la troisième fois, le 14 janvier, vers 9 heures du soir, avec sa tante endormie dans la pièce voisine, elle trouva les rapports d'hôpital. La station de Corfou avait un hôpital de 40 lits. Georgiana avait inscrit son rapport hebdomadaire dans le livre de son père tous les samedis de mars 1824 à janvier 1826. Il y avait 4 colonnes, admis, sortis, décédés, restants. En 1825, ces colonnes tombaient juste chaque semaine. 1824, non, pas de beaucoup, et pas chaque semaine. Entre avril et octobre 1824, il y eut 11 semaines où le nombre de restants ne correspondait pas à ce qui avait précédé, et chaque divergence allait dans le même sens. Il y avait des hommes dans cet hôpital qui n'avaient jamais été admis, et des hommes sortis qui n'y avaient jamais été. Georgiana Skington resta assise à cette table, avec une plume à la main, pendant environ 10 minutes sans rien écrire. Puis, elle alla chercher le livre des rations. Cela lui prit jusqu'à 4 heures du matin, et elle lut vers 2 heures. Un homme à l'hôpital de Corfou recevait une ration d'hôpital. Elle était délivrée par un magasin différent, sur un rapport différent, et à un tarif différent. C'était 9 pence et demi par jour, contre 4 pence et 3 farthings. Entre avril et octobre 1824, il y eut 409 jours de rations d'hôpital délivrées à Corfou à des hommes qui n'avaient jamais été admis à cet hôpital. Cela s'élevait à environ 16 livres. C'était la chose que Georgiana ne pouvait pas dépasser. Assise dans le petit salon de sa tante à 4 heures du matin en janvier 1832, 16 livres et 4 shillings sur 7 mois en 1824, et elle comprit vers 4h30 exactement pourquoi un homme avait dépensé 11 000 livres en 5 ans pour empêcher quiconque de regarder. Et elle resta assise sur cette chaise jusqu'à ce qu'il fasse jour, et ne l'écrivit pas avant de l'avoir dit à voix haute à quelqu'un. Elle le dit au duc d'Amélie à 11 heures ce matin-là, avec sa tante dans la pièce et les journaux ouverts. Ce ne sont pas les 16 livres, mademoiselle Skington. Monsieur, écoutez tout, car j'ai eu 4 heures pour être certaine, et je suis certaine. Elle avait 4 feuilles de papier, et ses mains étaient entièrement stables. Un homme est inscrit comme admis à l'hôpital, alors qu'il n'y a jamais été. Il reçoit une ration d'hôpital pendant 2 semaines, puis il est libéré. 16 livres sur 7 mois, pour environ 40 cas. Personne ne vole 16 livres sur 7 mois, monsieur. Le risque n'en vaut pas la peine, et le calcul non plus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est où les hommes étaient, dit Georgiana Skington. La pièce devint silencieuse. Soldat qui est à l'hôpital n'est pas de service. Il n'est pas sur les effectifs pour quoi que ce soit d'autre, et personne ne demande où il est, parce qu'il est à l'hôpital. Elle posa son doigt sur la feuille. Il y a 40 cas entre avril et octobre 1824, et chacun d'eux concerne les mêmes 3 ou 4 noms. Je les ai écrits, et ce ne sont pas des hommes malades. On les mettait dans cet hôpital sur le papier pour que personne ne demande où ils étaient réellement pendant 2 semaines à la fois. Le duc d'Amélie s'assit. Où était-il? Je n'en ai pas la moindre idée, et je ne vais pas deviner, dit Georgiana. C'est le point où cela cesse d'être de l'arithmétique, et je sais exactement où se trouve cette ligne. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est arrivé 40 fois entre avril et octobre 1824. Que ça s'est arrêté complètement en novembre 1824, et que le client de votre monsieur Bellingham est rentré en novembre 1824. Personne ne dit rien pendant environ 4 secondes. Et il y a une chose de plus, monsieur, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas dormi. Georgiana retourna la 4e feuille. Il y a un nom dans 11 de ces 40 cas qui n'est pas du tout un soldat. Il est inscrit dans le rapport de l'hôpital de manière ordinaire, et il est dans le livre des rations au tarif hospitalier pendant 2 semaines en août 1824. Et c'est un nom de femme. Il y avait 4 femmes à cette station, et je les connaissais toutes. Madame Anne Ray, dit Georgiana Skington, qui avait 21 ans en 1824 et était l'épouse d'un commis de ce commissariat, qui est morte à Corfou en septembre de cette année-là, et dont le mari est rentré en 1827, et se trouve en ce moment dans une maison du Berkshire qui vous a coûté 900 livres depuis juin, ce que c'était, au final, pris 4 mois à établir.
et fut établi par d'autres personnes. Georgiana Skington insista toujours pour le dire. Thomas Ray raconta tout à M. Sedgwick en février dans une maison du Berkshire pendant environ 11 heures réparties sur 3 jours. Ce n'était pas un grand crime. C'était la chose que Georgiana trouvait le plus difficile à accepter. Elle l'écrivit dans son propre livre en mars, d'une manière qu'elle ne montra à personne avant 1861. À l'été 1824, l'officier commandant le dépôt de Corfou avait mis en place un arrangement avec 2 marchands grecs à Kerkyra. Cela impliquait 4 soldats, un bateau et le retrait de marchandises de l'entrepôt du gouvernement en quantité qui n'était jamais grande. Les hommes étaient inscrits sur le rapport de l'hôpital pour que personne ne les cherche pendant 2 semaines à la fois. Cela dura d'avril à novembre et rapporta peut-être 800 livres sur 7 mois. Et selon les normes d'une garnison méditerranéenne, en 1824, c'était tout à fait banal. Et en août 1824, Anne Ray, qui avait 21 ans et était mariée au commis qui tenait ce rapport d'hôpital, avait demandé à son mari pourquoi les mêmes 3 noms y figuraient sans cesse. Elle fut elle-même inscrite sur le rapport de l'hôpital le 11 août. Elle n'était pas malade. On l'y mit pour qu'une femme qui avait commencé à poser des questions soit dans un endroit où personne ne lui parlerait. Et on l'y garda sur le papier pendant 2 semaines. Elle était dans une salle pour fiévreux, avec 40 lits, en plein été méditerranéen. Et elle mourut le 4 septembre 1824 de la fièvre qui était dans cette salle. Personne ne l'a tuée. Georgiana y revint dans son propre livre environ 11 fois au cours de l'année suivante. Elle ne parvint jamais à en faire un meurtre, ni à en faire autre chose non plus. Thomas Ray avait tenu le rapport lui-même. C'était la chose qui avait mis 7 ans à sortir de lui. Et c'était finalement pourquoi il s'était enfui en 1827, pourquoi il n'avait jamais parlé, et pourquoi il avait fallu au duc d'Amélie 1100 livres et 8 mois pour l'installer dans une maison du Berkshire. Il avait écrit le nom de sa femme dans ce rapport d'hôpital de sa propre main le 11 août 1824, parce qu'il avait 23 ans et qu'on lui avait dit de le faire. L'officier commandant le dépôt de Corfou en 1824 était un colonel Augustus Fenn. En 1832, il était lieutenant général et le client de M. G. Bellingham de Gray's Inn. Il ne fut jamais jugé pour quoi que ce soit. C'est la vérité. Et Georgiana Skington n'a jamais permis à personne de la raconter autrement. Aucune accusation ne pouvait tenir. Les marchandises avaient disparu depuis 8 ans. Les marchands étaient à Kerkyra et hors de portée. Et Anne Ray était morte d'une fièvre dans une salle pour fiévreux, dans un endroit où elle avait tout à fait le droit d'être, sur un rapport que son propre mari avait signé. Ce qui se passa à la place prit environ 11 mois. Elle fut faite presque entièrement par M. Sedgwick, l'oncle de Georgiana, Frederick, et un comité de la Chambre des communes. Il siégea à l'été 1832 sur l'administration des stations méditerranéennes, et il produisit 400 pages de témoignages et un paragraphe qui comptait. Le paragraphe se trouvait à la page 241. Il disait que le comité avait reçu des preuves, qu'il acceptait, que entre avril et novembre 1824, les rapports d'hôpital du dépôt de Corfou avaient été falsifiés dans 41 cas, et que l'une des personnes ainsi inscrites était décédée, et que le comité était incapable de dire sur l'ordre de qui cela avait été fait. Le lieutenant général Fenn démissionna de son commandement en novembre 1832 et alla vivre à Boulogne. Il ne fut pas exactement déshonoré. Il était simplement un homme à propos duquel il y avait un paragraphe. Thomas Ray témoigna devant ce comité en juin. C'était la seule fois en 8 ans qu'il disait tout cela dans une pièce avec une porte ouverte. Ensuite, il sortit dans le couloir et s'assit par terre. Et c'est Georgiana qui le trouva là. Elle l'avait connu quand elle avait 17 ans. Il lui apportait un citron le jeudi. Ils ne dirent pas grand-chose. Ce dont elle se souvint plus tard, c'est qu'il lui avait demandé si elle l'avait trouvé dans le rapport de l'hôpital ou dans le livre des rations. Elle avait répondu les deux. Et il avait dit, elle aurait aimé ça. Elle était meilleure en chiffres que moi, et elle ne me laissait jamais l'oublier. Thomas Ray partit pour le Canada en septembre 1832 avec 200 livres du duc d'Amélie. Il les refusa 2 fois et les accepta à la 3e demande, à la condition que ce soit appelé un salaire pour 8 ans. Il écrivit une fois de Kingston en 1834 4 pages,
Et il y avait une ligne que Georgiana garda au début de son propre livre pour le reste de sa vie. J'ai passé 8 ans à penser que je l'avais fait, et je passe maintenant 4 mois à penser que je l'ai écrit. Et mademoiselle, ce n'est pas la même chose. Et je ne le savais pas avant qu'une dame ne le trouve dans un livre. Monsieur Bellingham prit sa retraite en mars 1832, le jour de son 60e anniversaire, et ne représenta plus jamais le général Fenn. Il écrivit à Georgiana en avril une lettre de 4 lignes, rigide et correcte, sur une affaire sans importance. Et il y avait un post-scriptum en bas qui n'était pas du tout rigide. Je vous ai dit en janvier que je n'avais encore jamais rapporté qu'il n'y avait rien, quand il y avait quelque chose. Je l'ai fait le 9. C'était la première fois en 19 ans, et c'est la seule partie de cette affaire dont je suis heureux. Le duc d'Amélie lui fit sa demande le 2 juillet 1832. Dans le petit salon de Wilton Street, sur une table avec 4 journaux dessus. Il le fit de manière épouvantable. Georgiana le répéta à intervalles réguliers pendant les 40 années suivantes, et il ne le contesta jamais. Mademoiselle Skington, je vais dire 4 choses. Monsieur, si vous dites « et puis je partirai », je vous lancerai un encrier. Il s'arrêta. Je vais dire ça depuis environ décembre, dit le duc d'Amélie. Et je ne l'ai pas dit parce que vous travailliez, et parce que vous avez été quitté en juin de l'année dernière par un homme qui l'a fait dans une lettre, et parce que je vous ai vu passer 8 mois à ne faire confiance à aucun sentiment que vous éprouviez pour qui que ce soit. Et parce que si je l'avais dit en décembre, vous auriez dû y répondre dans une pièce où je payais pour le papier. Vous n'avez jamais payé pour une seule feuille de papier dans cette maison. Non, admit-il, vous ne me l'avez pas permis, et j'y ai beaucoup pensé aussi. Il posa ses mains à plat sur la table. Le travail est terminé. Le comité a rendu son rapport le 4 juin, et Ray part pour le Canada en septembre. Il n'y a plus rien dans ces livres que quiconque veuille. Il n'y a aucune raison sur Terre pour que je sois dans cette maison après ce mois-ci. Et je n'ai pas réussi à en trouver une depuis environ 3 semaines. Et je suis venu quand même, et votre tante a cessé de prétendre avoir du travail dans la pièce voisine. Georgiana Skington resta parfaitement immobile. « Dites la chose, dit-elle. J'aimerais que vous m'épousiez, dit le duc d'Amélie, et je veux dire le reste dans la même foulée. Parce que vous allez y réfléchir pendant 2 semaines, et je préférerais que vous réfléchissiez à la vraie version. J'ai 34 ans. J'ai lu les lettres de votre père en juin, et j'ai connu votre nom avant de connaître votre visage. Et je n'ai jamais pu décider si c'était une chose magnifique ou une chose mesquine, et j'ai arrêté d'essayer. Vous m'avez embrassé dans une galerie pour échapper à un homme, et je m'en suis servi. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, et il n'y a pas moyen d'enjoliver ça. Et je vous ai vu construire 240 pages en 11 semaines, et je vous ai vu dire à Bellingham la pire chose en votre possession en 11 minutes. Parce que votre père vous a appris ce qu'était un livre, et je trouve qu'il n'y a personne d'autre en Angleterre avec qui je veuille être dans une pièce. Et ce n'est plus le cas depuis environ le 14 novembre. Georgiana Skington regarda 4 journaux sur une table. « Je vais dire 2 choses, dit-elle. La première est que je n'ai pas pu faire confiance à un seul de mes sentiments depuis le 14 juin 1831. Et je ne vais pas prétendre le contraire. Je ne sais pas si ce que je ressens est ce que je pense que c'est. Je me suis trompé une fois, et c'était en public, et ça a emporté ma meilleure amie avec, je sais. Et la deuxième chose, c'est que je sais depuis environ décembre que ça n'a pas d'importance, dit Georgiana. Parce que la question n'est pas ce que je ressens en ce mois de juillet. La question est ce que j'aimerais faire en 1840. Et j'y ai pensé tous les jours depuis que Bellingham est venu. Et la réponse est que j'aimerais être à une table avec quelqu'un qui me tend 400 pages et sort de la pièce pendant 4 jours sans me poser une seule question. Vous avez fait ça en janvier. Vous ne m'avez jamais demandé si j'étais certaine. Edmund me demandait si j'étais certaine environ 11 fois par jour pendant 2 ans et 3 mois, à propos de tout. Et je n'ai pas compris avant cet hiver que ce n'était pas de l'inquiétude. Elle se leva. « Oui, dit-elle. » Ils se marièrent à St. George's le 4 octobre 1832, soit 3 jours avant l'anniversaire du bal des Ardington. Georgiana choisit la date et ne dit qu'à une seule personne pourquoi. Harriet Vane écrivit en novembre 11 pages. Georgiana les lut une fois à la fenêtre, puis les jeta au feu sans y répondre. Et elle écrivit dans son propre livre ce soir-là la seule phrase qu'elle ait jamais écrite sur Harriet Nye. J'ai lu 11 pages sur à quel point elle est désolée, et il n'y a pas une seule ligne sur ce qu'elle a fait.
Et j'ai attendu 16 mois pour une seule ligne, et je ne vais plus attendre. Elle ne la revit jamais. Elles furent toutes les deux à Londres pendant 30 ans. Georgiana Amélie, duchesse d'Amélie, indexa des documents pour le reste de sa vie. Cela commença comme une blague en 1833 et cessa d'en être une vers 1836. Quand M. Sedgwick lui envoya 4 boîtes d'une affaire de la chancellerie avec une note qui disait « Je n'ai personne qui puisse faire ça, et j'ai essayé 11 personnes. » Et elle le fit en 7 semaines, et lui renvoya 190 pages et une facture de 40 guinées, qu'il paya sans commentaire et encadra le reçu. Elle travailla pour le cabinet de Sedgwick, puis pour 2 comités spéciaux. Puis de 1841 jusqu'à ses 70 ans, pour quiconque le demandait, à un tarif qu'elle fixait elle-même et ne réduisit jamais. Elle forma 4 femmes. 3 d'entre elles étaient des filles de commis, et l'une d'elles était la sienne. Et en 1860, il y avait 11 femmes à Londres qui faisaient ce travail. Et environ 9 d'entre elles pouvaient retracer leur formation à un petit salon de Wilton Street. Les 4 journaux sont aux archives nationales. L'index aussi. Il y a une note de la main de Georgiana sur la page de garde du premier volume, datée de 1871. Elle dit « Ce sont les registres de mon père de Corfou, de 1824 à 1826, tenus par le colonel Henry Skington et par moi. Il a écrit 5 lettres à leur sujet, et personne ne lui a répondu, et il est mort. Je ne les ai pas ouverts pendant 5 ans. Il n'y a rien en eux qui n'y était pas en 1826. » Et de temps en temps, le soir, son mari levait les yeux de sa lecture et posait la question, c'est qu'il n'a jamais tout à fait cessé de poser. Si Edmund Vane n'avait pas remonté cette galerie, et Georgiana, duchesse d'Amélie, posait sa plume, alors je serais resté à cette fenêtre à paraître parfaitement bien pendant 1 heure de plus, disait-elle. Et je serais rentré chez moi, et j'aurais paru parfaitement bien à environ 400 autres dîners. Et ces livres seraient dans le grenier de ma tante maintenant. Et Thomas Ray serait mort dans le Berkshire. Et personne n'aurait jamais su ce qui est arrivé à Anne Ray. Ce n'est pas une réponse à propos de nous. Non, convenait Georgiana. Vous vous cachiez et je me cachais. Et aucun de nous ne pensait à l'autre une seule seconde. Et c'est la seule chose entièrement honnête qui me soit jamais arrivée à une soirée. J'ai passé 40 ans sans pouvoir en tirer quelque chose de mieux, et j'ai cessé de le vouloir. Si l'histoire de Georgiana et Amélie vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et envoyez-la à quelqu'un qui en a assez des héroïnes qui se font sauver. Cette chaîne est pour celles qui prennent les choses en main. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez, car j'y réfléchis depuis des jours. Anne Ray a posé une question à son mari. Pourquoi les mêmes 3 noms figurent-ils sans cesse dans le rapport de l'hôpital? 11 jours plus tard, son propre nom y figurait, de sa main à lui, parce qu'il avait 23 ans et qu'on lui avait dit de le faire. Elle n'était pas malade. Elle est morte de la fièvre qui était dans cette salle. Et aucun tribunal en Angleterre ne pouvait appeler ça un meurtre, et personne n'a jamais été jugé pour quoi que ce soit. Thomas Ray a passé 8 ans à croire qu'il avait tué sa femme. Georgiana lui a dit qu'il l'avait écrit. Pas fait. Et il a dit dans une lettre du Canada qu'il ne savait pas que c'était des choses différentes. Avait-elle raison de lui dire ça, ou a-t-elle déchargé un homme d'un fardeau qu'il aurait dû porter? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. Abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.